remember, Palestine is a party to the International Criminal Court. N'oubliez pas, la Palestine est membre de la Cour pénale internationale. Cela signifie que la Cour a compétence sur tout ce qui se passe sur le territoire palestinien. Ainsi, même si Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, la Cour a toujours compétence sur les actions qui se déroulent à Gaza. Cependant, le défi serait d'appréhender et d'arrêter les personnes impliquées. Mais comme nous l'avons mentionné et comme vous l'avez souligné, la Cour pénale internationale n'est pas la seule option. Les procès peuvent également être menés au sein des pays arabes eux-mêmes, conformément à leurs lois nationales. Bonjour à tous, je suis toujours ici en train de parler avec le professeur Steve Neff de l'Université d'Édimbourg. Il est le principal expert mondial en droit de la neutralité. Dans ce deuxième segment, nous souhaitons discuter des affaires courantes. Le droit de la neutralité et le rôle des États neutres sont toujours quelque peu controversés, n'est-ce pas? Comme vous l'avez mentionné dans le premier segment, cela ressemble à l'approche égoïste de Candy en matière de relations internationales. Cette approche consiste à ne pas se positionner du côté perçu comme étant le bon dans l'histoire. Cependant, les deux parties prétendent toujours être du bon côté de l'histoire. En ne se positionnant pas du côté de l'une ou l'autre partie, cette approche pourrait-elle avoir un impact positif sur la scène internationale? Maintenant, en tenant compte de la guerre en Ukraine et de la guerre dévastatrice en cours à Gaza, en Israël, comment évalueriez-vous la manière dont la neutralité est actuellement pratiquée ou non pratiquée? Well, let me talk about the Russia-Ukraine conflict. That's the clearer example. Discutons du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est un exemple clair car il implique deux États souverains, en faisant une guerre traditionnelle avec laquelle les avocats sont familiers. Un aspect notable est le rôle minimal que le droit de neutralité a joué dans ce conflit. Cela est dû aux violations significatives du droit de neutralité commises par l'OTAN et les États occidentaux. Ces États ont fourni des armements importants à long terme à un camp, dans le but qu'ils soient utilisés contre l'autre. Le droit de neutralité traditionnel était quelque peu indulgent dans les cas où il existait des accords préexistants pour fournir des armes. Par exemple, si deux pays avaient un accord de longue date pour que l'un fournisse continuellement à l'autre des armes afin de renforcer sa défense militaire. La question se pose alors, que se passe-t-il lorsque le destinataire de ces armes entre en conflit? Faut-il arrêter la fourniture d'armes? Le consensus général était qu'il n'était pas nécessaire de l'arrêter. Tant que l'accord initial n'était pas dirigé contre un État spécifique, il pouvait se poursuivre comme avant. Il ne pouvait pas y avoir d'augmentation de la quantité d'armement livré, mais le maintien de l'accord préexistant était autorisé. Cependant, dans le cas de l'Ukraine, il n'y avait pas d'accord préexistant. La fourniture d'armes a commencé spécifiquement à cause de l'invasion, avec l'intention que les armes soient utilisées contre les forces russes. Cela signifie qu'il y a eu une conduite non neutre flagrante et grave de la part des États de l'OTAN. Flagrant and egregious non-neutral conduct on the part of the NATO states. Now, some would say, of course, that's a good thing because it's helping out the victim against. Maintenant, certaines personnes pourraient argumenter que c'est une bonne chose car cela aide la victime contre l'agresseur. Cependant, cela revient à adopter une mentalité de sécurité collective. Nous assistons actuellement à quelque chose de similaire à la perspective de sécurité collective en Ukraine. Le concept est qu'un grand nombre d'États se précipiteront pour aider une victime contre un agresseur. Mais si l'on considère cela du point de vue du droit de neutralité et du droit traditionnel, on pourrait soutenir que cela constitue une violation flagrante du droit par les États membres de l'OTAN. En revanche, la Russie ne semble pas en faire tout un plat. Ils n'ont pas essayé d'attaquer les États membres de l'OTAN ou d'arrêter le flux d'armes à la source. Tout le monde craint que cela puisse changer à un moment donné. C'est parce que le droit traditionnel de neutralité est basé sur le principe de nécessité militaire. Si un comportement non neutre se produit, la partie belligérante qui en est désavantagée peut prendre des mesures contre les États non neutres. Il s'agit essentiellement d'une représaille pour violation de la loi. Ainsi, il y a des inquiétudes persistantes quant à une escalade de la guerre sur cette base. Jusqu'à présent, la Russie s'est abstenue de le faire, mais nous ne savons pas si cela va continuer. Plus intéressant, et peut-être plus immédiat, est la guerre en mer. Étonnamment, très peu d'informations à ce sujet sont partagées avec le grand public. On suggère parfois que la Russie a imposé un blocus sur la côte ukrainienne. Cependant, je ne crois pas que ce soit le cas pour le moment.
Le problème était le risque associé aux navires qui passent et font du commerce. The danger of ships going through and trading. Insurance rates were so high that it made much of trade unfeasible. Les taux d'assurance étaient si élevés qu'ils rendaient de nombreux échanges commerciaux impossibles. Cependant, avec l'arrêt de l'accord d'exportation de céréales, l'Ukraine a commencé à déplacer ses navires le long de la côte de la mer Noire. Les navires poursuivent leur voyage jusqu'à ce qu'ils atteignent les eaux roumaines et bulgares. Ces pays sont membres de l'OTAN. L'Ukraine est confiante que la Russie n'attaquera pas ses navires dans ses eaux territoriales. Cette confiance repose sur un principe traditionnel du droit de neutralité. Ce principe stipule que les belligérants ne peuvent pas mener d'opérations hostiles sur un territoire neutre ou dans des eaux neutres. Cependant, il y a un problème. Lorsque les navires sont le long de la côte de l'Ukraine, ils pourraient être sujets à des attaques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque, mais cela pourrait changer. Nous avons vu quelque chose de similaire pendant la guerre Iran-Irak. Cette guerre était connue sous le nom de guerre des pétroliers. L'Iran et l'Irak, en particulier l'Irak, ont ciblé les navires qui exportaient du pétrole. Ils ont ciblé les exportations de l'Iran plutôt que les importations vers celui-ci. Ce n'est pas ce à quoi nous pensons habituellement lorsque nous parlons du droit de neutralité. Nous pensons généralement au blocus qui empêche les personnes d'entrer dans l'État ennemi et à la capture de contrebande qui empêche l'expédition d'armes vers l'État ennemi. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui où les relations économiques sont cruciales, les exportations des États ennemis peuvent également être ciblées. Cela est fait pour affaiblir économiquement l'ennemi. Il reste encore beaucoup à régler ou à déterminer concernant le droit de neutralité. Des règles claires n'ont pas émergé de la guerre Iran-Irak. Nous pourrions voir quelque chose de similaire se produire dans le conflit en Ukraine. Cependant, jusqu'à présent, les choses sont étrangement calmes. Things have been eerily calm. Oui, mais selon moi, c'est en réalité le contraire qui se produit actuellement. Lorsque l'on considère la stratégie adoptée par les États membres de l'OTAN et d'autres pays occidentaux, y compris le Japon et la Corée, cela revient essentiellement à un blocus contre la Russie. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le pétrole russe. L'idée que la Russie ne devrait plus être un partenaire commercial a été largement acceptée. Cela s'est même étendu à la mise en œuvre des tristement célèbres sanctions secondaires. Les États-Unis ont déjà utilisé des sanctions secondaires contre des États qui ne se conforment pas à leurs règles. Cependant, l'Union européenne a récemment suivi cette voie. Elle ne sanctionne pas seulement la Russie, mais aussi les pays qui aident la Russie à contourner ces sanctions. Pour moi, cela ressemble beaucoup au concept d'un blocus. Je comprends que ce ne soit pas exactement la même chose et je suis curieux de connaître la perspective juridique. En termes de droit international, comment ces systèmes de sanctions sont-ils perçus? Sont-ils légaux? Sont-ils conformes au droit? Et qu'en est-il des sanctions secondaires? Pensez-vous que cette tendance pourrait influencer l'évolution du droit de la neutralité au XXIe siècle? That is entirely possible, and use of secondary sanctioning has been. C'est tout à fait possible. L'utilisation de sanctions secondaires a été un sujet controversé. De manière intéressante, comme vous l'avez mentionné, c'est ainsi que je me suis d'abord intéressé au droit de la neutralité. Au départ, mon intérêt était axé sur le droit lié aux sanctions économiques. En faisant des recherches à ce sujet, j'ai découvert des lectures sur des activités telles que l'arrêt des échanges commerciaux pendant les conflits, comme la capture de contrebande et les blocus. Cela a éveillé mon intérêt et la neutralité est devenue mon principal centre d'intérêt. Les sanctions secondaires sont très similaires à ces activités. Un exemple classique est le droit de blocus, où le monde entier est empêché de commercer avec la zone bloquée. Tout le monde est exclu, ce qui en fait un exemple clair de sanctions secondaires. Pendant longtemps, les sanctions secondaires ont été controversées. Les États arabes les ont utilisées dans leur boycott contre Israël, et les États-Unis les ont utilisées ailleurs. Cependant, les États-Unis n'ont pas été très réussis en raison de la résistance mondiale. Il n'y a jamais eu de position juridique claire sur la légalité des sanctions secondaires. L'argument concernant les sanctions secondaires concerne essentiellement la neutralité. Il s'agit d'infliger des sanctions à des personnes qui exercent leurs droits. The other states have a perfectly good legal right to trade with both countries. D'autres États ont parfaitement le droit légal de commercer avec les deux pays en guerre ou des pays hostiles pendant les périodes de paix. Par conséquent, les sanctions secondaires sont directement analogues au droit de neutralité.
Elles empiètent sur le droit des parties neutres d'exercer leur liberté habituelle de commerce. Cependant, aucun tribunal n'a accepté l'argument selon lequel les sanctions secondaires sont illégales. Malgré cela, il y a eu une opposition significative à leur encontre. Un aspect notable du conflit en Ukraine est qu'il démontre le pouvoir de l'unité. En d'autres termes, lorsque ce ne sont pas seulement les États-Unis qui imposent des sanctions secondaires, mais tous les pays de l'OTAN et même ceux au-delà de l'OTAN qui se regroupent, cela peut être très efficace. Cette unité a été l'un des éléments surprenants du conflit en Ukraine. Les États de l'OTAN et les États occidentaux ont montré un fort sentiment de solidarité. Il est incertain que cette solidarité perdure. Des signes de division apparaissent même maintenant. Cependant, tant que les États de l'OTAN et d'autres pays restent unis et appliquent les mêmes sanctions, elles peuvent être très efficaces. Cela est vrai même s'ils n'imposent pas de sanctions secondaires à d'autres États tels que l'Inde et la Chine. J'ai l'impression qu'ils se sont largement abstenus d'imposer des sanctions secondaires. Ils comptent plutôt sur leur pouvoir économique collectif. Vous pourriez avoir plus d'informations à ce sujet que moi. Jusqu'à présent, il y a eu peu d'activités concernant les sanctions secondaires, mais cela pourrait changer. Quiet on the secondary sanctioning front, but that is subject to change. I think Ursula von der Leyen, a couple of days ago, she announced the 12th or 13th sanction package. Il y a quelques jours, Ursula von der Leyen a annoncé un nouveau paquet de sanctions, qui est soit le 12e, soit le 13e. Elle a déclaré que ce paquet inclura davantage de sanctions secondaires. Celles-ci seront plus strictes à l'égard des États tiers qui tentent de contourner les sanctions. Il s'agit d'un développement récent, survenu il y a seulement quelques jours. Cependant, il y a une question sur l'efficacité de ces sanctions. Cela est dû au fait que l'économie russe a connu une croissance tout au long de l'année, tandis que l'économie allemande est stagnante. Les économies des autres États membres de l'OTAN sont même en contraction. Il y a également le problème que les 2/3 du monde ont exprimé le souhait de continuer le commerce normal avec la Russie. Cela a créé des tensions entre les pays du Sud global et leur droit de maintenir un commerce normal avec tous les belligérants. Je prévois que cela aura des répercussions. Maintenant, j'aimerais poser une question sur la position des États neutres en vertu du droit international en ce qui concerne les crimes de guerre graves tels que le nettoyage ethnique et le génocide. Étant donné la situation actuelle à Gaza, je suis curieux de savoir ce que les États neutres peuvent et doivent faire. Quel est leur rôle lorsqu'il y a une possibilité que le nettoyage ethnique se produise ou puisse se produire bientôt? Ethnic cleansing might actually happen or might be occurring right now. Yes, that's a good question. And so far, and in general, international criminal law just... Oui, c'est une bonne question. Jusqu'à présent, le droit pénal international suit généralement une voie complètement distincte du droit des conflits armés ou du droit de la neutralité. Nous n'avons pas vraiment de loi concrète à ce sujet. Cependant, il ne fait aucun doute que la neutralité n'empêche pas les actions contre les individus impliqués dans des crimes de guerre. En d'autres termes, si un suspect de crime de guerre ou quelqu'un soupçonné d'être impliqué dans des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre pénètre sur le territoire d'un État neutre, il ne devrait y avoir aucune objection légale à leur arrestation et à leur poursuite dans cet État. Cela peut être fait en vertu des principes de compétence universelle ou du droit des conventions de Genève. Les conventions de Genève énumèrent une série de violations graves des conventions. Chaque pays qui en est partie, ce qui est pratiquement tous les pays du monde, est tenu d'agir contre ces individus lorsqu'ils se trouvent sur leur territoire. Donc, si un État neutre trouve quelqu'un soupçonné d'être impliqué dans des crimes internationaux, il est parfaitement en droit, et même obligé en vertu des conventions de Genève, de prendre des mesures légales à leur encontre. Il s'agit d'actions légales contre des individus, et non contre des États. Par conséquent, le droit de la neutralité n'entrave en aucun cas l'application du droit pénal international. does not to any extent stand in the way of enforcement of international criminal laws. We have seen this case of Vladimir Putin and the ICC. The ICC, the Rome... Nous avons observé la situation impliquant Vladimir Poutine et la CPI. La CPI, en vertu du statut de Rome, a maintenant inculpé Vladimir Poutine et un autre fonctionnaire gouvernemental. Cela a eu des conséquences importantes. Par exemple, Vladimir Poutine n'a pas voyagé en Afrique du Sud, un pays qui a signé le statut de Rome. Cependant, vous suggérez qu'à la Convention de Genève, chaque signataire pourrait potentiellement engager des poursuites pour crimes de guerre ou violation des droits de l'homme dans leur propre pays. Cela pourrait dissuader les individus qui commettent ces crimes. Est-ce correct? Cette approche pourrait-elle être viable?
Yes, that is correct. Though bearing in mind that the Geneva Conventions cover only war crimes. Oui, tu as raison. Cependant, il est important de se rappeler que les conventions de Genève ne couvrent que les crimes de guerre et ce qui est appelé les violations graves. Ces dernières sont également définies dans le statut de Rome. Les conventions de Genève, en revanche, ne traitent pas du génocide ou des crimes contre l'humanité. De nombreux pays ont des lois qui abordent ces questions, en particulier les crimes contre l'humanité. Ces lois leur permettent d'engager des poursuites judiciaires et de poursuivre les individus dans leur pays d'origine. Cela est vrai même si les crimes ont été commis dans un autre pays ou si les victimes étaient étrangères. Ce concept est connu sous le nom de juridiction universelle en termes juridiques. Il existe un précédent juridique à cet égard. Un cas notable s'est produit en Allemagne il y a quelques années. Une personne a été poursuivie pour génocide lié à la guerre de Bosnie, plus précisément pour son implication dans les massacres de Srebrenica. L'individu a été retrouvé en Allemagne, arrêté par les autorités allemandes, poursuivi et condamné. La personne a ensuite fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a soutenu que l'Allemagne n'avait pas le droit de poursuivre parce que les crimes avaient été commis dans un pays étranger et ne concernaient pas des victimes allemandes. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que la juridiction universelle est valable pour les crimes internationaux tels que le génocide ou les crimes contre l'humanité. Par conséquent, les pays ont la possibilité d'agir dans ces cas. Dans le cas des crimes de guerre relevant des conventions de Genève, les pays ont en réalité l'obligation d'agir. Pour le génocide et les crimes contre l'humanité, c'est une option plutôt qu'une obligation. Cependant, les pays sont autorisés à agir et il existe des exemples de cela, bien que cela se produise à une échelle modeste. And one does see examples of that on a modest scale occurring. But that means it would be a possibility actually that Arab states, but Cela implique qu'il pourrait y avoir une possibilité pour les États arabes, ainsi que d'autres États qui condamnent vivement les bombardements massifs de Gaza et le meurtre de 10 000 civils, de commencer à utiliser leur propre système juridique pour prendre des mesures contre des politiciens israéliens individuels. Ces politiciens sont soupçonnés d'être les auteurs de crimes de guerre. Cela pourrait exercer une pression juridique sur ces individus au sein de leur propre système. even legal pressure under their systems on these individuals. Yes, that's correct. And many prominent Israeli politicians and Oui, c'est correct. De nombreux politiciens israéliens notables, ainsi que des politiciens d'autres pays comme M. Poutine, sont prudents quant aux nations qu'ils visitent. Les principaux politiciens américains, tels que l'ancien président Bush et les membres de son administration, évitent également de voyager dans des pays étrangers à moins d'être certains qu'aucune action ne sera entreprise contre eux sur des bases universelles. Il est également important de se rappeler que la Palestine est membre de la Cour pénale internationale. Cela signifie que la Cour a compétence sur tout ce qui se passe sur le territoire palestinien. Par conséquent, même si Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, la Cour a toujours compétence sur les actions qui se déroulent à Gaza, qui est un territoire palestinien. Cependant, le défi serait d'appréhender et d'arrêter les individus ou de les extrader. Comme vous l'avez mentionné, la Cour pénale internationale n'est pas la seule option. Des procès peuvent également être menés dans les pays arabes en vertu de leurs lois nationales. possibility of just trial within Arab countries themselves under national laws. That is very interesting. And I hope a way that might be a legal way of putting pressure, but C'est très intéressant. J'espère qu'il pourrait y avoir un moyen légal d'exercer une pression. Mais laissez-moi vous poser une dernière question. Cette question est liée à la loi de neutralité, que nous avons dit être quelque peu stagnante au cours des 100 dernières années. Cependant, nous avons remarqué que dans l'ère post-guerre froide, qui a duré environ 30 ans, les choses changent. Cette ère semble toucher à sa fin et nous entrons dans une nouvelle phase. De nombreux chercheurs en relations internationales la décrivent maintenant comme une nouvelle multipolarité. Je pense qu'il y a un argument solide selon lequel, dans cette nouvelle multipolarité, les conditions devraient permettre à la loi de neutralité de recommencer à évoluer. Cela serait dans l'intérêt des États. Nous le constatons déjà, notamment en Asie du Sud-Est. Certains pays manifestent un intérêt renouvelé pour la discussion sur la neutralité et les voies maritimes neutres, ce qui renvoie aux origines de la neutralité en tant que concept maritime et non terrestre. Par exemple, dans l'ASEAN, le concept d'une zone de paix, de liberté et de neutralité existe toujours, tout comme l'idée d'être une zone exempte d'armes nucléaires. Si l'un de ces pays vous demandait votre avis d'expert, Dr. Neff,
sur la relation conflictuelle en cours entre la Chine et les États-Unis, et leur tentative de contrôler les voies maritimes de communication, ce qui porte atteinte aux possibilités commerciales des États non impliqués. Quel serait votre conseil? Comment peuvent-ils commencer à développer de nouveaux concepts pour sécuriser les routes commerciales neutres et les possibilités commerciales, non seulement avec les belligérants, mais aussi avec d'autres États neutres ou non impliqués? Possibilities with not only with the belligerents, but with the other neutrals or non-involved states as well. And, well, this would come to be particularly serious if there were actually a shooting war to be breaking out. Cela deviendrait particulièrement grave si une guerre éclatait. Par exemple, si la Chine envahissait Taïwan, une situation qui pourrait potentiellement impliquer les États-Unis. Cela soulèverait de sérieuses questions. Cependant, je suggère de considérer la possibilité d'engager une action devant la Cour mondiale, si cela est réalisable. Les États-Unis ne sont pas partis à l'élément de juridiction obligatoire de la Cour mondiale, ce qui rend difficile d'intenter une action contre eux. Cependant, ce n'est pas impossible car les États-Unis peuvent être partis à des traités sur des sujets spécifiques qui pourraient être invoqués. Une autre option pourrait consister à demander un avis consultatif à la Cour mondiale. Cela pourrait être réalisé par un vote des 2/3 de l'Assemblée générale des Nations unies. Les pays non alignés, pour utiliser un terme pratique, pourraient avoir la force politique à l'Assemblée générale des Nations unies pour faire passer cela. Actuellement, il y a 2 demandes d'avis consultatifs devant la Cour mondiale. Il s'agit d'un mécanisme qui a été utilisé plusieurs fois auparavant. Cependant, il est important d'examiner la situation spécifique pour déterminer ce qui pourrait être réalisable. Par exemple, nous devons comprendre quel type de commerce les États-Unis ou la Chine pourraient perturber et à quel point cela est grave. Nous devons également prendre en compte la possibilité de contre-mesures économiques en réponse à cela. Le droit international général permet la prise de contre-mesures, anciennement appelées représailles, en cas d'illégalité en tant que mesure d'auto-assistance. Il est donc crucial d'examiner le contexte spécifique et les événements actuels pour déterminer ce qui serait juridiquement réalisable. Il existe divers mécanismes juridiques en place qui pourraient potentiellement être utilisés. But there are a variety of legal mechanisms in place which could in principle be used. And when it comes to making treaties with these states, we've had for a long time. En ce qui concerne la création de traités avec ces États, nous avons depuis longtemps tendance à établir des schémas de commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce en est le plus grand exemple. Cependant, ces organisations sont maintenant dysfonctionnelles. Cela est dû au désordre causé par la non-nomination de juges à la Cour d'arbitrage et d'appel. Au XIXe siècle, nous avions un autre système qui s'est développé aux côtés de la neutralité. Ce système est l'arbitrage. Je pense que les États, en particulier ceux d'Asie du Sud-Est, devraient se concentrer davantage sur l'incorporation de clauses d'arbitrage dans leurs accords commerciaux. Cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit de traités avec des parties plus importantes. Je pense que l'arbitrage pourrait servir de système alternatif pour le règlement des différends. Cela pourrait être particulièrement utile dans un monde plus multipolaire. Yes, that would be a very sensible thing to do. I don't know how commonly it's done now, but for ordinary... Oui, ce serait une chose très sensée à faire. Je ne suis pas sûr de sa fréquence actuelle, mais il n'est pas rare que les traités d'amitié, ou les traités de commerce et de navigation comme on les appelle parfois, incluent une disposition pour un règlement par la Cour mondiale. Par exemple, c'est ainsi que les États-Unis et l'Iran ont résolu divers problèmes au fil des ans. Ils avaient un traité d'amitié des années 1950 qui est resté en vigueur et qui permettait la compétence de la Cour mondiale. C'est ce qui rendait cela possible. Il serait donc tout à fait possible, réalisable et judicieux d'inclure des clauses d'arbitrage dans ces traités. Il existe une organisation connue sous le nom de Cour permanente d'arbitrage. Malgré son nom quelque peu trompeur, elle est basée à La Haye. Cette organisation est un mécanisme pour former des panels arbitraux. Actuellement, elle traite de nombreux cas, y compris des cas entre États et des litiges d'investissement entre des entreprises privées et des États. La Cour permanente d'arbitrage est active et offre un mécanisme important de règlement des différends. Par conséquent, il serait bénéfique que les accords commerciaux et les accords économiques prévoient explicitement cela. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir du droit international. Vous croyez qu'il continuera à fournir un cadre pour l'engagement civique. Cela s'applique même aux États en conflit, n'est-ce pas? Yes, cautiously optimistic.
Oui, je suis prudemment optimiste. Les lois internationales, je suppose, sont un sujet pour les optimistes. Je ne sais pas si vous trouveriez les choses trop déprimantes si vous n'étiez pas généralement optimiste. Donc, dans mon domaine du droit international, nous sommes un peu des idéalistes professionnels. Il y a d'innombrables défis, mais il y a aussi quelques lueurs d'espoir. Oui. Je suis ravi que nous puissions conclure avec des lueurs d'espoir. Merci beaucoup, Steve Neff.